Comme tous les vendredis sur TV Finance en direct sur Boursorama, on refait la semaine éco. Coup d'œil dans le rétroviseur sur les événements qui ont marqué cette semaine. Et puis on se projette bien entendu sur les jours qui viennent, les indicateurs qu'il faudra suivre avec aujourd'hui Laetitia Badleski. Bonjour Laetitia. Bonjour Vincent. Co-responsable des études et de la stratégie chez CPR AM. On va commencer avec les États-Unis puisqu'on a assisté à un décrochage du dollar en milieu de semaine suite à la publication des minutes de la Fed. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces minutes de la Fed ? Finalement, pas grand-chose de nouveau, puisqu'on a toujours, quand on lit les minutes, ce débat sur quid de l'inflation, voilà. Pourquoi elle est toujours aussi basse, est-ce que ce sont uniquement des facteurs ponctuels particuliers, est-ce que ça va durer dans le temps, est-ce que l'inflation va plutôt accélérer compte tenu des niveaux d'activité actuels, du niveau du chômage qui est quand même très très bas. Voilà, bon, il y a toujours parmi les membres de la Fed là-dessus, et oui, c'est justement la raison pour laquelle le dollar est reparti à la baisse, parce qu'on se dit, s'ils ne sont pas sûrs que l'inflation est vraiment solide, il y aura moins de hausse de taux l'année prochaine. Alors, ils n'ont pas remis en question lors de la réunion de septembre, et il n'y avait pas plus de certitude à l'époque sur leur dot, donc on est toujours sur cette hausse qui est quand même bien pricée par les marchés pour le mois de décembre, et derrière, 3 hausses attendues pour 2018. Donc on est toujours dans ce pas de normalisation très graduel. Il nous semble, nous, chez CPR, qu'on serait plutôt à anticiper une 4e hausse, donc une hausse par trimestre à peu près, de façon à suivre le pas de l'inflation qui, tendanciellement, va rejoindre les 2% de l'objectif. On aura la semaine prochaine un chiffre là-dessus. Bon, normalement, tout porte à croire que cette économie américaine va générer un minimum de tension inflationniste. D'accord, donc ça veut dire que la croissance restera ferme, parce que là on assiste sur les marchés depuis plusieurs semaines à ce qu'on appelle l'aplatissement de la courbe des taux, qui serait annonciateur d'un ralentissement à venir de l'économie américaine. Alors pour le moment, on n'a pas de signaux clairs d'un vrai ralentissement. Il y aurait ralentissement s'il y a surstockage, s'il y a surinvestissement. On n'est absolument pas dans cette situation-là. Aujourd'hui, on n'a pas surutilisation des capacités. On est bien avancé dans le cycle, mais il n'y a pas d'indicateur avancé que le cycle se retourne, si vous voulez, et qu'on rentre en période de récession dans les prochaines semaines. D'autant plus qu'on anticipe quand même un vote dans les prochaines semaines d'une réforme fiscale qui devrait normalement venir apporter un petit peu de soutien à cette économie. Le Sénat vote la semaine prochaine. Le Sénat, oui, va voter sur son projet. Parce que la Chambre des représentants a déjà voté sur son projet. On attend encore le Sénat. Zone euro. Alors zone euro, là ça continue. C'est la série, l'économie au beau fixe. Semaine après semaine, ça se confirme. On a encore eu quoi cette semaine-là? Ne serait-ce que pour parler de la France. L'enquête mensuelle de l'INSEE, le climat des affaires au plus haut depuis 2008, en Allemagne aussi. Tout à fait. On aura tout à l'heure l'IFO, mais on est sur des niveaux vraiment très élevés qu'on n'avait pas vu en Allemagne depuis la réunification, donc ça remonte à loin. Les PMI hier publiés étaient excellents. On est quand même sur des niveaux très très élevés, bien au-delà des 50 qui traduisent une phase de reprise. Donc on voit vraiment que cette croissance est en train de se consolider. Le détail des publications des PIB pour le 3e trimestre est plutôt rassurant, même si un peu décevant du côté de la consommation. On a un petit à-coup sur le 3e trimestre, mais on voit que l'extérieur continue de contribuer à la croissance. L'investissement reste présent. Tout ceci est de bon augure pour la suite. Pas de chance pour Angela Merkel, au moment où justement où l'économie est en plein boom. Bon, il faut peut-être relativiser aussi, mais se porte très bien. Elle est dans l'impasse politique là. Il y a un décalage énorme entre ce qui se passe sur le plan politique et sur le plan économique. Oui, il est clair qu'aujourd'hui l'économie allemande, elle bénéficie de toutes les réformes qui ont été faites sur les 10 dernières années. Enfin, on le sait bien, c'est ça, plus une reprise mondiale qui fait qu'on a cette dynamique. Aujourd'hui, elle est dans une situation un peu compliquée, Madame Merkel, effectivement. Pour autant, on a le sentiment, compte tenu de l'évolution des discussions politiques que vous évoquiez tout à l'heure, qu'on va éviter, on a l'impression qu'on veut essayer d'éviter des élections, de nouvelles élections qui ramèneraient encore un peu d'incertitude et puis qui prolongeraient. Et finalement, les sondages laissent attendre des résultats peu différents
de ceux obtenus il y a quelques semaines. Donc, bon, si le SPD soutient un gouvernement minoritaire, ça pourrait être une solution d'attente, d'autant plus que l'économie va bien, comme on le disait, donc il n'y a pas forcément non plus besoin d'une forte dynamique de ce côté-là. Ce qui est plus embêtant, c'est pour la discussion européenne, il me semble, où si on attendait le tandem Macron-Merkel à l'action pour essayer de faire évoluer cette... Ça lui prend tout son temps, Angela Merkel. Et c'est le temps qu'elle ne passe pas sur la scène européenne, tout à fait. Qu'elle passe plutôt sur la scène intérieure politique, elle ne passe pas sur la scène européenne. Pour en revenir avant de parler justement de ce qu'on suivra la semaine prochaine, pour en revenir à la croissance européenne, je voulais vous demander, on fait mieux que les États-Unis ? Officiellement, ça y est? En instantané, mais déjà en moyenne annuelle l'année dernière, on était un peu au-dessus. Donc on est sur, je dirais que c'est le momentum qui est différent. On a redémarré un peu plus tard, quand même. On a eu nous le choc de la crise de la dette, donc qui a reporté la reprise. Donc nous, on est dans un momentum différent, de momentum d'accélération, alors que je dirais qu'aux États-Unis, on est plutôt dans une consolidation. Mais on est en train de les dépasser là. Oui, en image instantanée, si vous voulez. Non, mais c'est important à dire. Il nous reste quelques minutes pour parler un petit peu de ce qu'on va suivre la semaine prochaine. Bon, il y a le pétrole, mais à part ça, encore des statistiques importantes? Alors, la semaine prochaine sera une semaine plutôt inflation, on va dire. Donc, ça nous intéresse, notamment sur les marchés obligataires. On aura donc la première estimation de l'inflation de la zone euro. Donc, c'est toujours intéressant de voir comment elle évolue. Et puis, l'estimation du déflateur de la consommation privée, qui est l'indicateur privilégié par la Fed. Donc, aux États-Unis pour le mois d'octobre, et donc voilà, le PCE. Je parlais du pétrole parce que bon, le 30 c'est la réunion de l'OPEP et du coup le pétrole n'arrête pas de monter. On est à plus de 58 $ le baril sur le WTI, 63 $ sur le Brent. Il n'y a pas un moment où ça va peser justement sur l'économie mondiale? Alors pour moi non, pas du tout, et je pense qu'entre 50 et 60 on est largement, c'est plutôt confortable pour tout le monde, je dirais, pour les pays producteurs, et les consommateurs sont capables d'assumer, surtout dans cette phase de cycle. Donc je ne pense pas qu'il y ait un souci là-dessus. En revanche, le fait qu'il monte avant la négociation, ou la discussion avec l'OPEP, la Russie, c'est peut-être dommage parce que ça peut peut-être venir contrer les velléités de maintenir des accords fermes de réduction de production, puisque le pétrole monte. Donc finalement, certains pourraient profiter de l'occasion pour dire bon ben voilà, il monte, on n'a peut-être pas besoin de réduire la production pour le maintenir à ce niveau-là. Donc c'est peut-être pas forcément le meilleur timing, je dirais. Après, on va voir ce qu'il sort de cette réunion. Je pense que la plupart des pays producteurs ont intérêt à limiter la baisse du prix du pétrole. On l'a vu, ça a bien pesé sur quand même pas mal d'économies. Donc il y a un intérêt général. Et puis donc le vote du Sénat américain sur la réforme fiscale, ça ne veut pas dire que ça y est, ça va passer. Non, c'est la première étape. Ouais, si ça passe d'ici la fin de l'année, déjà ce sera bien. Oh là là, oui. On y croit Non, parce qu'il y a eu des changements. Voilà, c'est-à-dire qu'on va voir comment au cours du mois de novembre, on s'est dit bon, ce sera début 2018, et puis après on est revenu là sur la fin 2017. Voilà, écoutez, il y a une fenêtre de tir, donc c'est sur le mois de décembre. Vous savez qu'il y a la trêve de fin d'année, donc tout ceci peut venir contrecarrer des discussions. Si le Sénat vote le projet des Républicains, de la Commission des finances du Sénat, c'est ce qui n'est pas acquis, puisque je vous rappelle qu'il n'y a que 2 voix de majorité des Républicains au Sénat. Donc, et certains, on dit que c'est beaucoup plus difficile au Sénat que et certains ont commencé à dire qu'ils n'étaient pas forcément favorables à ce projet-là. Donc ça peut avoir un bloqué à ce niveau-là. Donc si on n'a pas de vote au Sénat, je pense qu'on repart pour début 2018 largement. Si le vote se fait, il peut y avoir après la commission de conciliation pour réconcilier les 2 projets peut arriver à quelque chose peut-être un peu plus rapidement. Il nous reste une petite minute. Quel impact sur les marchés d'actions dans un cas comme dans l'autre? Parce que les marchés ont déjà acheté cette réforme. Ils l'ont acheté plusieurs fois, comme on dit. Ils l'ont acheté, revendu, racheté. Donc on ne sait plus vraiment. Je crois quand même que s'il y a un accord final et un vote pour un projet qui est de l'ordre de 1500 milliards sur 10 ans quand même, donc c'est quand même conséquent, ce sera d'abord un signal que l'économie américaine peut faire, que le président Trump peut arriver à faire passer quelque chose. Je pense que ça sera quand même un soulagement pour beaucoup. La première fois. Et ça serait la première fois. Donc ça sera un élément de soutien momentané. Ça ne sera pas forcément le nirvana. Très bien. Merci beaucoup Laetitia d'avoir refait cette semaine éco avec nous et de nous avoir dit justement ce qui serait important de suivre la semaine prochaine. Laetitia Badleski, co-responsable des études et de la stratégie chez CPRAM. Au revoir.